Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à tous et bienvenue dans 24 heures en Alsace. Nous allons passer la prochaine heure ensemble avec au programme du sport comme chaque lundi. Retour sur les rencontres qui ont bien pu avoir lieu malgré l'épidémie de coronavirus et sur celles qui ont été annulées. Que ce soit à Strasbourg ou à Mulhouse, le monde du hockey a été quelque peu chamboulé ce week-end. Dans cette émission également, de la musique et de la solidarité avec l'association Voix sans frontières. L'objectif, venir en aide aux enfants soldats dans les camps de réfugiés en Ouganda grâce au chant. L'association organise un concert demain à Strasbourg. Et puis, un moment de détente pour finir avec Nicolas Riffel. Savez-vous comment fabriquer de bons beignets ? Quelques astuces vous seront dévoilées dans une pâtisserie à Obernai. Mais avant cela, place à l'actualité avec Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, on fera le point sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus en Alsace avec notamment les écoles fermées dans le Haut-Rhin. À quelques jours des élections municipales, nous avons suivi un des derniers meetings de la liste Strasbourg en commun et puis zoom sur une compétition 100% féminine organisée ce week-end au golf de Plopsheim. Et on commence donc avec l'épidémie de coronavirus. Avis aux travailleurs frontaliers. Tout d'abord, le Bade-Wurtemberg et les autorités de Fribourg demandent à toutes les personnes s'étant rendues dans le Haut-Rhin ou y résidant de rester confinées chez elles pour 14 jours. Cela concerne donc les Alsaciens travaillant en Allemagne, mais aussi les élèves scolarisés à Fribourg. Même consigne à Kehl pour l'école franco-allemande. Des élèves qui restent chez eux également en France, puisque depuis ce matin et pour 15 jours, toutes les écoles du Haut-Rhin sont fermées. Cela concerne environ 130 000 jeunes de tout niveau, de la maternelle au lycée. Les élèves domiciliés dans le Haut-Rhin mais scolarisés dans le Bas-Rhin doivent aussi rester chez eux. Une mesure qui s'explique par le fait que les enfants moins sensibles à la maladie peuvent néanmoins être porteurs du virus et donc vecteurs de transmission, même sans symptômes. Une continuité pédagogique doit être assurée via une plateforme numérique. Et puis de nombreux autres événements sont perturbés en Alsace. Le salon Mode et Tissu de Sainte-Marie-aux-Mines est annulé. Les spectacles qui doivent se passer au Zénith de Strasbourg, des Chevaliers du Ciel d'Éric Serra et d'Alain Souchon sont pour le moment déprogrammés en attendant de voir si un report est possible. Et nous reviendrons juste après ce journal sur l'actualité sportive. Et puis la campagne des élections municipales se trouve aussi perturbée. De nombreux meetings prévus en cette dernière semaine sont annulés, mais les candidats continuent à aller à la rencontre des électeurs. Exemple avec la liste Strasbourg en commun, Adrien Labi. Bonjour, c'est pour les municipales. Merci beaucoup. Dernière ligne droite pour les candidats aux municipales. La liste Strasbourg en commun a mené une campagne axée sur le terrain. Chaque jour, un marché, des rencontres débats plusieurs fois par semaine. Des échanges qui, en janvier-février, ont permis d'étoffer leur programme à la gauche de la gauche. La plupart des retours étaient plutôt positifs et agréables. Donc on a fait une bonne campagne jusque-là et on lâche rien. Justement, la dernière semaine est souvent la semaine la plus importante parce que les gens commencent à s'intéresser et à vraiment s'intéresser à la politique. C'est à ce moment-là qu'il faut tout donner. 4 axes dans leur proposition pour Strasbourg. En premier lieu, remettre les citoyens au cœur du processus démocratique à l'échelon municipal. Un préalable indispensable avant de lancer la suite du programme. Ça permettra de pouvoir prendre des mesures d'envergure et massives pour pouvoir répondre ensuite aux deux autres urgences qui arrivent directement. C'est l'urgence sociale. Réduire les inégalités qui font que croître depuis 12 ans. Hein. Ça fait 2 mandats que les inégalités croissent. Voilà, c'est aussi un bilan des 5 listes de la majorité sortante aujourd'hui. Et une fois qu'on aura réduit ces inégalités-là, on pourra, avec tout le monde, répondre à l'urgence qui est écologique. On ne pourra pas répondre à l'urgence écologique en laissant une partie, un quart, voire la moitié des personnes de Strasbourg de côté. Et le 4e axe, c'est l'axe éducation, puisque répondre à ces urgences-là, c'est évidemment une priorité, mais il faut en créer une nouvelle façon de voir la société et l'éducation est primordiale pour ça. Enfin, si dans 2 semaines, l'équipe de Strasbourg en commun remportait les élections, leur première mesure serait la mise en place d'un plan d'urgence pour les sans-abri. Tournebroche et matériel viticole, voilà la spécialité de l'entreprise familiale Plein Air Création. Avec une particularité, elle est quasiment 100% féminine dans ce milieu traditionnellement masculin. Portrait de cette entreprise de Ducklenheim, Cécile Motz.
C'est un métier qui fait bien souvent des étincelles. Bon, allez, parti. Du haut de ses 23 ans, Céline est chaudronnière soudeuse. Une carrière pas banale pour une jeune fille qui se destinait à devenir pâtissière ou toiletteuse canin. Mais après une visite de professionnels dans son collège, la jeune femme s'oriente vers la chaudronnerie industrielle. Un milieu à majorité masculine, ce qui ne l'a pas démotivée pour autant. C'est très enrichissant déjà d'avoir fait mes études avec des hommes. Parce que bon, vu que c'est un métier d'homme, les études se font avec les hommes. Et on va dire que c'est un peu préparé à ce monde-là, mais c'est pas des méchants. Le monde de l'industrie, c'est une grande famille, on va dire. On touche à tout, on fait beaucoup de choses. On peut bosser dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, on peut faire des escaliers, de l'art. Céline travaille avec sa sœur Nadège et elles ne sont pas les seules femmes de l'entreprise. Voici Aurore, Perrine et Héloïse, donc nos stagiaires et notre apprenti en PME-PMI. Des profils jeunes de surcroît qui démarquent cette entreprise spécialisée dans la machine agricole, tournebroche, matériel viticole ou métallurgie industrielle. C'est un métier quand même assez masculin et même dans le domaine où on s'y attaque, donc tout ce qui est viticulteur, tout ce qui est peut-être quand même encore un domaine assez masculin. On essaye de faire un peu tout ce qui est art, entre guillemets. Vu qu'on est un peu sur le thème de la vigne jusqu'à présent, on a fait des porte-manteaux, on a fait des raisins en inox, mais on essaye aussi de se démarquer dans ce sens-là. Le seul homme ici, c'est lui, Materne, le père de Céline et Nadège. Avec leurs compétences en viticulture, gestion d'entreprise et métallurgie, la société est née comme une évidence il y a 3 ans. De quoi mettre à profit les savoir-faire des membres de la famille. Étant aussi viticulteur, je connais très bien les problèmes et les besoins des viticulteurs en Alsace et dans toute la France. Je me suis dit on va lancer une entreprise qui va créer et qui construit du matériel et machines viticoles. Vu l'évolution de mes enfants, j'ai dit écoutez les filles, c'est bon, je crois qu'on y va là. Viticulteurs, vignerons, professionnels de la restauration travaillent avec la jeune entreprise familiale. Les deux sœurs espèrent aujourd'hui s'étendre dans ce milieu largement dominé par les hommes. Et à l'occasion de la journée des droits des femmes, hier, le golf du Kempferhof à Plopsheim a organisé une compétition 100% féminine. Un événement pour mettre en avant les joueuses novices et confirmées dans un sport qui s'est largement féminisé ces dernières années. Reportage Mathieu Champvillard. Sur la pelouse du golf du Kempferhof, à proximité de Strasbourg, les femmes ont pris possession du parcours. 40 joueuses se sont réunies ce dimanche pour célébrer la journée de la femme avec une compétition 100% féminine. C'est une raison conviviale, tout simplement. Je suis une golfeuse tout à fait occasionnelle, mais ça m'a fait très plaisir de retrouver mes amis pour passer un bon moment avec eux. Je dois vous signaler, la doyenne de la course. À partir d'un certain âge, il n'y a plus que les messieurs qui jouent. Je joue souvent en mixte. Moi, les scrambles, on les fait en mixte en général chez nous au club. Lors de ce scramble, les golfeuses sont réunies en binôme sur un parcours de 9 trous. Et l'esprit d'équipe est bien là. Sur chaque trou, on ne retient que la meilleure performance des deux. Avec ce premier événement de la saison, le golf du Kempferhof souhaite mettre à l'honneur les femmes dans ce sport. Les femmes sont indispensables aux hommes, sont indispensables au monde, et pourquoi ne pas les mettre en évidence aussi dans notre sport? Il y a déjà beaucoup de femmes, c'est un sport qui se féminise, mais les mettre en avant, eh bien, c'était l'occasion à saisir tout simplement. Aujourd'hui, on est approximativement presque à la moitié, on est à 40% de femmes pour 60% d'hommes, mais ce n'est pas suffisant tout simplement. Et puis ce n'est pas trop générique, au contraire, c'est un homme qui vous en parle, donc nous jouons plutôt avec nos hormones, on frappe très fort, on espère être très long, les femmes sont extrêmement régulières, ce qui fait que le plus souvent, lorsqu'elles sont aussi appliquées que les hommes, eh bien, elles sont tout simplement bien meilleures. Ainsi, le Kempferhof organise notamment l'European Ladies Open, le deuxième tournoi de golf féminin en France. Et pour les non-initiés, le terrain practice était mis à disposition pour celles qui voudraient s'essayer à la discipline. C'est aussi peut-être une manière de désacraliser l'activité parce qu'on a un peu l'impression que c'est une activité réservée à une élite. Et en fait, des événements comme aujourd'hui, c'est précisément l'idée de montrer que c'est vraiment sympa, c'est vraiment décontracté. En Alsace, les golfeuses sont particulièrement actives puisque les femmes licenciées sont plus nombreuses que dans le reste de la France.
Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs, l'image du jour, Olivier. Scaping est une société française qui commercialise des webcams révolutionnaires et 2 sites alsaciens font déjà partie des pionniers. La place de la Réunion à Mulhouse bénéficie ainsi de jour comme de nuit d'une photo panoramique remise à jour toutes les demi-heures. Mais sur le site du fournisseur, on se rend compte de toutes les possibilités de ce matériel via des time-lapse étonnants. La station de la Bresse Honeck a également installé ses caméras et offre des points de vue superbes. Voilà pour l'actualité. Merci Anna. Nous accueillons à présent Sophie Rosenzweig et Frédéric Setojo pour l'association Voix sans frontières. Nous allons, installez-vous déjà confortablement, nous allons en discuter avec vous dans quelques instants. Ce sera juste après la météo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mardi 10 mars et c'est un temps pluvieux et très couvert qui nous attend sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Vous le voyez, de la pluie prévue pour tous dès le matin. Côté Mercure, les températures seront comprises entre 4 et 5 degrés sur l'ensemble de l'Alsace, jusqu'à 6 degrés du côté de Karlsruhe, 4 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. L'après-midi, pas de changement, toujours un ciel très couvert et des pluies plutôt intenses sur l'ensemble du territoire transfrontalier. On ne verra pas beaucoup de soleil, c'est vrai, en ce mardi. Côté Mercure, l'après-midi, ça grimpe. Comptez 8 degrés du côté de Saverne, 7 pour Wissembourg, 9 degrés ce sera pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse, 10 degrés la maximale alsacienne prévue du côté d'Orbourvire ou de Colmar. On jette un coup d'œil maintenant sur la journée suivante. En ce mercredi, ça s'améliore légèrement. On verra un petit peu plus de soleil, notamment sur le Bas-Rhin ou encore dans le sud de la région du Bade-Wurtemberg. Pour le reste du territoire, ça reste encore couvert avec encore pas mal de pluie. Par contre, les températures grimpent jusqu'à 14 degrés en Alsace mercredi au meilleur de la journée, entre 13 et 14 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg. Mardi, nous serons donc le 10 mars et nous fêterons les Viviens. Le soleil se lèvera à 6h51 pour nous dire au revoir. À 18h27, on gagne encore 4 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Il y a beaucoup d'événements qui sont annulés ces derniers temps, mais il y en a un qui aura bel et bien lieu demain soir à Strasbourg. Il s'agit d'un concert qui allie musique et solidarité. Il est organisé par l'association Voix sans frontières. Bonsoir à tous les deux. Sophie Rosenzweig, bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric, que je ne me trompe pas, c'est Tojo, voilà, dans votre profil. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Sophie, vous êtes journaliste pour Arte et vous êtes allée il y a 3 ans environ en Ouganda, dans l'un des plus grands camps de réfugiés au monde, avec près de 300 000 personnes. Alors parmi eux, beaucoup d'enfants soldats raflés par des milices et qui ont participé à des combats. Et vous, qui les avez fait chanter? Oui, on les a fait chanter. On est allé avec Frédéric après. Ils étaient à Lira, pas à Bidi-Bidi. On est allé après à Bidi-Bidi parce que c'était compliqué d'entrer dans un camp de réfugiés où il y a 295 000 personnes, soit l'équivalent de la ville de Strasbourg. Et on est allé à Lira parce qu'on avait un partenariat avec une association qui s'appelle Children of Peace. Et on a commencé à chanter avec ses enfants, enfin plus exactement Frédéric a commencé à chanter avec ses enfants parce que moi je suis une piètre chanteuse. Et c'était incroyable. Mais il va vous raconter comment ça s'est passé avec les enfants. Justement, alors racontez-nous. Alors l'expérience de ces enfants qui ont été blessés dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, de pouvoir leur donner la voix, de leur laisser le temps de s'exprimer et au fur et à mesure construire un chant, une mélodie autour de cela. Puis leur permettre justement d'extérioriser toutes ces peines qu'ils ont encaissées, emmagasinées pendant plusieurs années. Et petit à petit, au fil des jours, leur voix, c'est voilà, comme un jet d'eau sorti et ces enfants se sont mis à chanter. Ça fait déjà 3 ans de belles expériences vocales. Qu'est-ce qu'ils ont vécu justement, ces enfants alors? Alors ce sont des enfants qui sont les victimes de la LRA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la LRA. C'est une milice terrible qui a été montée par un monsieur qui s'appelle Joseph Kony, qui est toujours en fuite et qui s'est autoproclamé fils de Dieu, donc c'est pratique. Et il enlève dans les villages les enfants et viole les femmes. Et les enfants deviennent des enfants soldats, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tuer, sinon c'est eux qui sont tués. Donc c'est des enfants qui ont des traumatismes extrêmement lourds. Certains de ces enfants sont des enfants soldats, des ex-enfants soldats. D'autres sont des enfants qui sont nés en captivité, parce que les mères sont violées, il y a des enfants qui naissent donc en captivité. Ce conflit est, on le dit fini, mais il y a encore des conséquences et des séquelles évidemment très lourdes. C'était en 2014 la fin du conflit, donc
On est 6 ans après, il y a encore des enfants qui sont extrêmement marqués. Et donc, c'est tous ces traumatismes-là qui sont évidemment présents dans le cœur des enfants, dans le corps des enfants. Et l'importance pour nous, c'est de les libérer, de réenchanter leur vie. C'est vraiment l'expression, réenchanter leur vie dans tous les sens du terme. Et grâce à des chefs de chœur de Strasbourg, donc Frédéric Setozzo, mais aussi Mayata, DJ et Yann, on fait un travail sur place, vous les voyez à l'antenne, là, on fait un travail sur place qui est absolument extraordinaire. Pour eux, c'est une découverte de l'Afrique, et c'est de mettre en place des méthodes de chant aussi, c'est-à-dire que... Ils connaissaient le chant ou c'est une... Ils découvrent et ils vont au-delà de ça, c'est-à-dire qu'après ils font des arrangements, après ils créent des chansons, après ils racontent leurs histoires. Et c'est un moyen pour eux évidemment de grandir et puis de raconter aussi ce qui s'est passé avec leurs mots à eux et surtout d'exister. Je vous propose justement de regarder en images ce que ça donne sur place. Alors ça, c'est ce qui se passe là-bas. Ouais. Ici, pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est venir au concert qui a lieu demain soir? Oui, alors demain on a la chance d'avoir Éric Bouvron, qui est un metteur en scène, humoriste, comédien, qui a eu le Molière de la meilleure mise en scène pour les Cavaliers de Kessel, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir animer cet événement. Et nous aurons des chanteurs de gospel avec Frédéric, qui anime plein de chorales, donc on aura plein de gens qui vont venir chanter parce que ce sera la bonne humeur. Et on aura aussi les Shooms, qui est un groupe de musique irlandaise, qui est venu aussi très gentiment venir nous donner un coup de main parce que, évidemment qu'on a besoin de vous, on a besoin des gens. On ne peut pas faire ces événements-là sans avoir l'aide des autres. Il faut savoir partager, c'est ça la solidarité. Et on a besoin des gens et il ne faut pas avoir peur du coronavirus, il faut venir. On n'embrassera personne, on promet, on jure. Hein. Non, voilà. Frédéric, quand vous êtes là-bas avec les jeunes, que vous chantez avec eux, vous disiez c'est toute une parole qui se libère, c'est pas juste chanter pour le loisir finalement. Non, on trouve le loisir plus tard, mais c'est dénoué. La parole, c'est aussi cette chose-là qui est entassée et qu'on permet de fluidifier, que ça sorte et que le bouchon sorte, que le bouchon saute. Le champagne après, mais que le bouchon saute. Et quand ces enfants font ce travail sur eux, cela s'accompagne d'émotions très fortes. De la colère aux pleurs, et puis à la joie, au fou rire, et enfin une sorte de libération qui se poursuit au fur et à mesure. Vous avez vu justement des évolutions en 3 ans. Ouais. On peut raconter l'histoire de ce garçon. Lui, il a fait la guerre. Et c'est le dernier qui est l'un des derniers revenus de cette guerre. Un tueur, pour ainsi dire. Et il faisait le dur. Il ne voulait rien faire comme tout le monde. Jusqu'à ce que le travail physique, le travail de la voix, la vocalise, à un moment donné, il craque. Il sort de la scène, vraiment d'un pas militaire, et il va derrière les murs pleurer seul. Pleurer. Et quand on l'a surpris en train de pleurer, quelque chose d'humain s'est construit autour de lui. La carapace s'est fondue et il est revenu avec ses lunettes noires, mais chantant avec les larmes qui perlaient. C'était une belle image de l'humanité qu'on retrouve à travers le chant, par le chant. La résilience. C'est ça l'objectif finalement, c'est qu'ils retrouvent une part d'humanité? Bien sûr, tout être humain a le droit d'avoir son humanité. On leur a volé leur humanité. Ils n'ont pas été enfants soldats parce qu'ils l'ont choisi, on les a forcés à tuer. On les a forcés à être esclaves, on les a forcés à ça. On n'a pas le droit de laisser ces enfants comme ça. Moi, la première fois que je les ai rencontrés, c'était une colère que j'avais. C'était une colère face à l'humanité. Vous avez la colère qui monte dans le ventre, vous savez, vous dites c'est pas juste, c'est vraiment pas juste, ils n'ont rien fait. On peut leur donner, même si c'est une goutte d'eau, même si notre association est très petite, c'est une goutte d'eau, mais on peut les aider. Nous, on a les moyens de les aider. Frédéric sait chanter, Frédéric s'est formé, il a formé des centaines de jeunes, pour ne pas dire des milliers de jeunes. Ceux-là ont aussi... d'en former, à la Cité de Lille notamment. Ouais, et donc, il faut continuer à les former. On n'a pas le droit de les laisser sur le côté. Ils ont rien fait, en fait. Ils sont victimes. C'est quoi, justement, les perspectives pour ces milliers de jeunes encore qui sont là-bas?
Les perspectives, c'est de sortir d'abord de la LRA, de sortir de cet embrigadement. Et puis nous, notre perspective, c'est de faire une tournée cet été avec eux et peut-être un jour les faire venir en Alsace. Faire une tournée en Alsace, ce serait vraiment idéal, ce serait vraiment génial. Mais cet été, on va essayer de les faire tourner parce qu'ils sont prêts. Ouais. En 3 ans, ils sont prêts. Ils sont prêts à chanter, ils font des concerts. On a eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir Eddie Kenzo, qui est la star ougandaise, c'est le Johnny ougandais, si vous voulez, qui les a invités. Ils ont chanté avec lui. Ils étaient fous de joie. C'était incroyable. C'était un moment complètement dingue. Et ils sont prêts. C'est des gamins qui ont envie de faire ça, qui ont des talents. En plus, il y a plein de talents. Voilà. Et puis, on leur donne un peu de joie, surtout, et puis un peu d'avenir, parce que là, ils commencent à croire un petit peu dans l'humain et dans l'humanité. Alors, en attendant de les voir près de chez nous, ici en Alsace, on vous invite du coup à venir vous voir, vous, et venez nombreux demain soir à Strasbourg. Venez demain à l'Espaska. Voilà, et c'est noté, le rendez-vous est noté. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Nous, on va parler dans un instant de sport, ce sera juste après la pub. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Le sport, justement, n'a pas été épargné par l'épidémie du coronavirus. Plusieurs compétitions ont été annulées ce week-end, notamment pour les hockeyeurs de Mulhouse et de Strasbourg. En basket, le derby a bien pu avoir lieu entre Gries et Souffelweiersheim. Les handballeurs de Célestat et de l'ESSAB ont eux aussi pu jouer leur match. Vous l'avez dit, Marine, ce sport a été particulièrement perturbé ce week-end, c'est le hockey sur glace. Et on va en parler ce soir avec notre invité, Daniel Bourdage. Bonsoir, vous êtes l'entraîneur de l'Étoile Noire de Strasbourg. Alors, vous avez vécu une drôle de scène samedi soir dans votre patinoire. On résume vite fait. Vous aviez un match de prévu, il était autorisé par la fédération, la préfecture, mais c'est le club adverse qui n'a pas voulu venir. Vous aviez déjà vu ça dans votre longue carrière ? Non, de toute façon c'est la première fois je pense que beaucoup de gens vivent le coronavirus et effectivement ça nous a un peu démobilisés vendredi soir apprenant que Clermont ne viendrait pas alors qu'il n'y avait aucune raison de ne pas jouer ce match-là. Oui, c'était pas interdit. C'était pas interdit, voilà. C'était pas aucune interdiction. On va revenir justement sur ce drôle de week-end pour vous et pour d'autres également. On va passer d'abord par des sports qui ont été moins touchés par cette épidémie. D'abord le handball avec Célestat, pas d'annulation pour eux, ni de report. Après avoir été les premiers à faire tomber l'ex-leader Limoges, les Violets avaient enchaîné 2 courtes défaites face à 2 équipes du podium. Ils recevaient Valence, l'avant-dernier du championnat, et Célestat en violet sur les images démarre plutôt bien. Il faut attendre seulement 45 secondes pour les voir marquer. Mais Valence est bien présent dans ce début de match. Les 2 équipes sont plusieurs fois à égalité, jusqu'à 3 partout. Après 10 minutes de jeu, les Alsaciens passent devant et mènent 4-3. L'écart se creuse durant la première mi-temps. Les Violets ont une confortable avance de 6 buts à la pause, malgré, vous le voyez, la persévérance de leur adversaire. Pas de frayeur en deuxième mi-temps. Valence revient à 4 buts à la 45e minute, mais Célestat met un coup d'accélérateur et creuse à nouveau l'écart en s'offrant ainsi la victoire, la 5e de la saison à domicile sur le score de 32-23. Écoutez le capitaine de l'équipe et leur entraîneur à l'issue de la rencontre. On a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'on a réussi à raccourcir nos temps faibles, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Donc c'est ça qui a été vraiment important dans la victoire de ce match. L'idée, c'est vraiment de développer cette équipe-là pour qu'elle soit hyper compétitive la saison prochaine. Je crois qu'on est en train de poser les pierres de quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, il faut qu'on arrive à être dans la même dynamique de progrès tout le temps. Et ça, c'est important. Là, je suis content parce qu'on vient depuis 5 matchs et depuis la reprise de janvier, on commence à voir des choses intéressantes en termes de stabilité. Prochain match pour Célestat, ce sera mercredi contre Nice, une équipe qui compte le même nombre de points que les Violets. Eux aussi sont passés entre les gouttes des reports et des interdictions. L'autre club alsacien, l'ESSAB, recevait Limoges dans leur salle de Schintigheim.
Les Sabs devaient faire un grand match pour espérer faire tomber Limoges, en blanc, candidat à la montée parmi l'élite. À l'aller, les hommes de Denis Latou avaient arraché le nul. Ils démarrent plutôt bien ce match retour, même si les gardiens sont les premiers à se mettre en évidence. Les Alsaciens se cassent les dents sur Serdarevic, mais en face, Romain Mathias aussi fait bonne garde, à l'image de cette double parade. Le portier alsacien finira avec 16 arrêts, c'est bien, mais insuffisant pour contenir les visiteurs. Ils font la course en tête, 12-7, puis 15-10 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Bleus accélèrent et réduisent l'écart à 3 buts, mais ce n'est qu'un feu de paille. Limoges ne tremble pas, fait tourner son large effectif et reprend une marge confortable de 6 à 8 buts d'avance. Au final, les Sabs n'ont jamais pu croire à l'exploit. Trop d'échecs au tir, pas assez de stops en défense, et la défaite 28-22 est logique. C'est la 3e à domicile cette saison. Une défaite qui a provoqué une grosse colère de l'entraîneur Denis Latou. Écoutez-le. Il y a des joueurs qui ont montré leurs limites ce soir, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on n'a rien à espérer face à ces équipes-là, on n'est pas à ce niveau-là. Voilà, on va travailler pour y arriver, mais je pense qu'il faudra changer certains joueurs et certaines choses. Le staff fait au moins 4 heures d'analyse vidéo, on leur mâche le travail et c'est pas respecté. Donc ça veut dire que certains joueurs sont pas capables, n'ont pas le niveau de la Pro League. Voilà, point. Ne mâche pas ces mots. On jette un coup d'œil côté classement pour les deux équipes. Vous le voyez, Célestat qui n'est plus qu'à 3 points des playoffs. Les Sabs est un peu plus bas, se situe actuellement à la 12e position au classement. En hockey, un week-end chargé, je le disais en début de cette émission, rempli de rebondissements, notamment pour les Scorpions de Mulhouse. Les hockeyeurs mulhousiens étaient menés 2-3 par les Gothiques d'Amiens dans les quarts de finale de play-off qui se jouent au meilleur des 7 matchs. Mais vendredi, alors que le match 6 devait se jouer à Mulhouse, l'arrêté préfectoral interdisant le regroupement de plus de 50 personnes en milieu confiné dans le Haut-Rhin tombe. Pensant que cette interdiction s'applique aussi au sport, la fédération décide de renvoyer Amiens chez eux. Le match est alors annulé. Samedi, la fédération prend la décision de disqualifier Mulhouse car la préfecture de la Somme interdit à Amiens d'accueillir les Scorpions. Résultat, les supporters et autres soutiens des Scorpions se révoltent au travers de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne est également lancée. La suite est plus heureuse, c'est le président des Scorpions de Mulhouse qui nous la raconte. On a atteint le ministre des Sports qui est intervenu et qui a, on peut le dire, je l'interprète comme ça, tapé sur le doigt de la fédération, qui est revenu sur leur décision, qui a réintégré Mulhouse en quart de finale. C'est ce qui s'appelle un ascenseur émotionnel. Le match 6 se jouera donc mardi soir, demain, à huis clos face à Amiens, dans la patinoire de Cergy-Pontoise. Le président fait justement un point sur l'état d'esprit des joueurs à 24 heures de la rencontre. Vous avez une équipe maintenant qui a appris il y a 2 jours leur disqualification. Pour eux, la saison était finie, ils étaient dans la déception. Donc il y a aussi un fort travail mental à faire. J'espère qu'ils veulent prendre leur revanche et montrer qu'ils avaient tout faux de nous disqualifier. Mais il faut être aussi conscient que c'est très très dur mentalement de juste faire en espace de 48 heures abstraction de tous ces événements qui ont été très très bouleversants. Si les Mulhousiens gagnent demain soir, un match 7 sera joué, toujours à huis clos à la patinoire de Cergy-Pontoise. Pour la suite, c'est encore flou. Une réunion avec les clubs restants dans la compétition et la fédération se tenait ce midi. Une autre aura lieu dans la soirée. En fonction de l'évolution de l'épidémie, tous les matchs pourraient se jouer à huis clos. La saison pourrait également être mise en stand-by. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais il n'y a pas que les Orinois qui ont été concernés par cette épidémie ce week-end. Vous aussi, Daniel Bourdage, vous avez été impacté en tant qu'entraîneur de l'équipe de Strasbourg. Alors, pour rappel, vous deviez jouer votre premier match de la poule de maintien en D1 samedi contre Clermont-Ferrand. Le match, on le disait, a été annulé. Vous l'avez finalement appris combien de temps avant le début officiel de la rencontre ? On a eu écho du fait que Clermont ne viendrait pas vendredi soir. On se demandait pourquoi, on essayait de trouver les raisons, on a regardé et il n'y avait que dans le Haut-Rhin où il semblait qu'il n'y avait pas le droit d'avoir plus de, je crois, 50 ou de faire un match à 50 ou 100 spectateurs. Personnes, oui. Donc nous, on n'était pas du tout touchés par ça. Donc on a fait comme si le match était pour avoir lieu parce qu'on ne savait pas si finalement Clermont déciderait de venir ou pas parce qu'on ne voyait aucune raison de ne pas venir. Donc nous, on s'est présenté à l'heure du match et puis Clermont n'est pas venu.
Donc match qui n'a pas eu lieu. Est-ce que vous avez des nouvelles à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, sur un report ou un forfait du coup des adversaires? Non, pas du tout. On attend justement la réponse officielle de la fédération par rapport au refus de se déplacer de Clermont. Et alors si c'était compté comme un forfait, eh bien, ça arrangerait plutôt bien vos affaires quand même, parce que pour rappel, eux sont derniers de la poule de maintien avec 6 points et vous premiers avec 11 points. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ce serait une bonne nouvelle. On aurait préféré jouer, mais les règles sont telles qu'ils perdraient 1 point et nous 3 points. Donc ils se retrouveraient à 5 points et nous à 14 avec 5 matchs à jouer encore. Du coup, vous continuez à vous entraîner en attendant d'en savoir plus? Oui, on s'est entraîné hier, hier c'était dimanche, on s'est entraîné aujourd'hui, on va s'entraîner demain aux heures normales. On doit aller jouer à Cholet vendredi soir, donc ce serait le premier ou le deuxième match, on verra selon la décision de la fédération concernant Clermont. C'est des conditions particulières quand même, j'imagine. Oui, ben, ouais. Comme le disait le président de Mulhouse, il faut faire abstraction de tout ça, ce qui n'est pas évident. On l'a bien vu dans le vestiaire ce matin. On attend plein de choses. On attend des réponses concernant Clermont, on attend des réponses par rapport à ce que la saison va se continuer ou elle sera gelée comme ça. Mais il faut aussi dire que pour Mulhouse, les joueurs de Mulhouse, je leur souhaite bonne chance à Amiens ou à Cergy qui vont se jouer, mais c'est aussi difficile, je pense, pour les joueurs d'Amiens qui se sont peut-être crus en demi-finale et qui se retrouvent encore en quart de finale. Donc je pense que ça sera difficile pour non seulement les Mulhousiens de faire abstraction de tout ça, mais pour les joueurs d'Amiens également qui n'y sont pour rien. De manière un peu plus générale, les virus, les maladies contagieuses en hiver, c'est quand même un problème récurrent. On pense beaucoup au sport collectif où forcément il y a une certaine proximité. Est-ce que vous, ça vous a déjà impacté? On pense par exemple à la grippe. Oui, il y a eu une année où on a pu reporter un match. Je ne me souviens pas en quelle année, mais il y a 3-4 ans, il y avait la grippe aviaire. Et beaucoup de nos joueurs, on avait au moins 7 ou 8 joueurs infectés. Et on a demandé, avec l'autorisation de la fédération, de reporter ce match. C'est arrivé, effectivement, où les grippes nous ont obligés à reporter des matchs. À haut niveau, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, les kinés, les soins, les médecins. Est-ce que on pourrait penser à l'avenir, maintenant avec cette épidémie, je ne sais pas, des vaccins obligatoires pour les joueurs ou d'autres précautions en termes d'hygiène? On le fait. Je pense que beaucoup d'équipes ont le vaccin justement pour la grippe. Les joueurs, on n'est pas obligé, mais les dernières années, le médecin d'équipe nous le proposait et la majorité des joueurs prenaient le vaccin et ça avait plutôt bien fonctionné. Mais cette année, je pense qu'avec le coronavirus, je crois que c'est quelque chose où il n'y avait pas de vaccin qui existait. Et d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de la grippe qui devrait éventuellement arriver aussi, j'imagine. À moins que ce soit le coronavirus simplement cette année, je ne sais pas. Ce serait bien qu'on ne cumule pas les deux. Hein. On verra, mais... Il ne faudrait pas combiner les deux, mais c'est vrai que j'espère que la grippe saisonnière n'arrivera pas. C'est justement dans ce genre de moment, là, vous êtes un peu en suspense compte tenu de ce match qui n'a pas été joué ce week-end, qu'on se rend compte que le mental, ça joue parce que là, vous vous entraînez sans trop savoir comment va se passer en fait la suite. Oui, donc ça vous laisse deviner un peu l'ambiance dans le vestiaire, mais je sais que les joueurs contactent aussi d'autres joueurs des autres équipes et tout le monde est perturbé par cette situation. Je me demande si, pour certaines équipes, on a envie que ça se termine. Nous, en play-down, déjà, on n'était pas très contents d'y être parce qu'on y était à la dernière minute de jeu. Donc, c'était un dur coup pour nous de se retrouver 11e alors qu'on est à égalité avec le 10e et on était à la 25e journée, on jouait encore pour une place en play-off. Donc, de se retrouver déjà dans cette situation-là est assez difficile pour nous, mentalement, psychologiquement. Et en plus, maintenant, de faire les play-downs dans une situation comme ça, je trouve que en tout cas, les joueurs sont très, très courageux et je trouve qu'on a quand même une belle ambiance malgré tout, parce qu'on fait quand même du hockey. Ça pourrait être pire que ça.
Ça pourrait être pire. En tout cas, c'est pas encore aussi pire que ça en basket. Si en élite, la SIG a retrouvé le chemin des parquets après 3 semaines sans match et s'est imposée à Chalon-sur-Saône, l'Alsace du basket regardait à l'échelon supérieur. C'était le derby entre les deux clubs barinois de Pro B. Ça se passait entre Souffel-Weiersheim et Gries. Ça se passait donc à Souffel dans une salle à guichet fermé. Cameron Naylor côté Gries, Joe Burton côté Souffel. Chaque équipe lançait son nouvel américain dans ce derby. Le premier quart-temps donne le ton, ça défend fort, très fort. Chaque ballon, chaque rebond donne lieu à un combat et les points sont rares. 3 petits paniers seulement dans les 5 premières minutes. À ce petit jeu, c'est Gries qui s'en sort le mieux. Pourtant dominé au rebond et malgré une adresse en berne, les Verts sont devant, mais ne comptent au mieux que 11 points d'avance. Le fighting spirit, c'est l'ADN de Souffel. Devant leur public, les Blancs choisissent les 5 dernières minutes pour recoller au score grâce à leurs jeunes joueurs. À 1 minute de la fin, Gries a 3 points d'avance, mais Sylvain Sautier marque avec la faute. 63 partout, la salle est debout. Gries puis Souffel cafouillent leur possession. Et à 8 secondes du buzzer, Louis Marnet, Sergio Burton qui marque. L'Américain qui a pris 19 rebonds place Souffel en tête. Mais il reste 4 secondes et un dernier ballon à Gries pour l'emporter. Ballon que Jason Bach intercepte. Souffel, qui a couru après le score tout au long du match, s'impose à l'arraché 65-63 après un petit match, mais un grand derby. Au classement, Souffel remonte dans le top 8 avec 12 victoires pour 10 défaites. Gries est 14e avec 3 victoires d'avance sur le premier relégable. Écoutez la satisfaction de l'entraîneur du BCBS, Stéphane Eberlin. C'est un travail d'équipe. C'est terrible parce que quand on est tellement maladroit alors qu'on a les tirs, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour... il faut être courageux, s'accrocher défensivement et à un moment, on a pu faire mettre les 2-3 paniers qui nous permettent de prendre le match. Entraîneur du BCS, pardon, il y avait une lettre en trop. Et vous vous en doutiez, ce n'était pas la même ambiance. Dans le camp d'en face, où Ludovic Pouillard se demande encore comment ses joueurs ont pu laisser filer ce match. On lâche un match qu'on ne doit jamais lâcher. On lâche un match qu'on maîtrise. La seule chose qui est compliquée, c'est la fin de match. On perd 12 ballons sur le match, mais je crois qu'on en perd 4 dans les 2 dernières minutes ou 2 dernières minutes 30. On le donne, ce soir on donne le match. Et tout de suite, c'est la crème des réseaux. Alors, ballon d'Alsace ou grand ballon, faites-vous la différence? On va en parler dans quelques instants. Ça se passait ce week-end lors d'une compétition de ski de fond dans les Vosges. Alors parmi les participants, les Nordiques du 67, félicités sur la page Facebook du ski de fond au Champ du Feu. Mais ce ne sont pas les seuls à être mis en avant. L'animateur aussi, non pas pour ses prouesses sur les skis, mais au micro. Il aurait confondu le grand ballon avec le ballon d'Alsace. Résultat, on lui aurait proposé de faire cet été la montée des 2 sommets en vélo pour voir la différence. Alors pour information, petit point culturel, le grand ballon culmine à 1424 mètres. C'est le plus haut sommet du massif vosgien avec près de 1000 mètres de dénivelé pour ceux qui souhaitent y aller en vélo. Le ballon d'Alsace, lui, culmine à 1247 mètres et c'est 300 mètres de dénivelé en moins quand même. Et au-delà de son impact sur les différents championnats, le coronavirus n'améliore pas l'image de Mulhouse. Le basketteur mulhousien Nicolas Lang a partagé son état d'esprit, même s'il est loin de l'Alsace en ce moment puisqu'il joue à Limoges. Alors vous voyez l'image, Mulhouse aux infos, voilà, on a tous des têtes de zombies, et son Mulhouse à lui avec un monde de bisounours. Eh bien, comment faire fuir le coronavirus? Une solution peut-être proposée par le club du TC Lilleberg, c'est un club de tennis. Ah bah non, en fait, il fêtait juste carnaval. Bon, ça fait un peu peur. Une autre solution peut-être, elle est signée les footballeurs du FC Mulhouse. Alors, je ne sais pas si cette danse va permettre de faire fuir cette épidémie, mais en tout cas, c'était pour fêter leur victoire. Mulhouse s'impose dans le derby en N2 face à Schiltigheim 1-0 et remporte son premier match à domicile de la saison. Le huis clos, apparemment, eux, ça leur réussit. Et on termine cette émission avec vous, Daniel Bourdage. L'objectif, là, on s'entraîne encore dans l'attente d'eux. L'objectif, ça reste quand même le maintien en D1.
Oui, exactement. Il ne faut pas déroger de notre objectif. Il ne faut pas se laisser déconcentrer ni perturber. On s'entraîne avec beaucoup d'ardeur et on prépare le match contre Cholet du mieux possible. Justement, vous disiez état d'esprit un peu compliqué. Comment est-ce qu'on prépare ça? On adapte un petit peu les entraînements aussi? Bon, on discute beaucoup. Oui, il faut jouer. On n'a pas joué samedi, donc il faut faire du collectif. Aujourd'hui, on a fait du 5 contre 5. On a essayé de simuler au maximum des situations de match, tout simplement, avec des mises en jeu, du jeu, des objectifs précis, beaucoup de tirs. Mais on voulait mettre de la pression. On voulait que les joueurs se sentent... on voulait des duels, beaucoup de duels. On a fait du 1 contre 1, du 2 contre 2. Des situations de combat, de possession, du contact, pour ne pas arriver vendredi et être complètement perdu tactiquement. Alors cette saison, elle a été quand même un petit peu compliquée jusqu'à la dernière minute. Vous le disiez tout à l'heure, vous espériez pouvoir échapper à cette poule de maintien. Finalement, vous y êtes. Qu'est-ce qui a manqué finalement? Bon, début de saison catastrophique, un camp d'entraînement à Fribourg. On n'avait pas la glace à Strasbourg. Premier match contre Tours, c'était la première fois qu'on jouait un match en équipe à domicile. Et c'était un match officiel. On termine 3e à la 2e moitié de championnat. Donc, c'est évident qu'il faut avoir une meilleure préparation la saison prochaine, avec un recrutement complet, pas coupé à mi-chemin. Et voilà, c'est simplement une meilleure préparation, une meilleure organisation en début de championnat pour nous permettre, parce que quand tu finis avec la façon qu'on a terminé, on est allé chercher 34 points, dont 20 points, dont 19 points dans les 11 derniers matchs. Donc ça dit tout. Bon, ça sera pour la saison prochaine. En attendant encore d'espérer vous voir vous maintenir en D1. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Daniel Bourdage. Merci Anna. Vous allez dans quelques instants retrouver Nicolas Riffel pour vous parler beignet. C'est tout de suite. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Obernai pour découvrir comment on fabrique des beignets, et des très bons beignets, avec la pâtisserie Grosse. Mais avant ça, on va parler un petit peu de l'histoire de cette pâtisserie. Ça fait 2 ans que vous êtes arrivé, c'est ça? C'est ça. On a repris la pâtisserie il y a 2 ans. On a succédé à Michel Grosse, qui lui-même succédait à 4 générations de pâtissiers. Voilà, c'était pas notre univers parce qu'on venait plutôt de la restauration. On est en couple depuis 10 ans. On est tombé amoureux de cette pâtisserie qui est la plus ancienne d'Alsace. Et la reprise s'est faite il y a 2 ans. Passer d'un restaurant à une pâtisserie comme celle-ci, c'est énorme. Absolument, c'est un nouvel univers, mais en même temps, voilà, on a su apprendre, découvrir Obernai aussi, superbe ville, voilà. Et qui reste à taille humaine aussi, c'est ce qui est important avec une équipe qui est stable. On a une vingtaine de collaborateurs à la production. Ce sont les pâtissiers historiques de la maison qu'on a repris et qui maintiennent le savoir-faire séculaire de cette maison. Bon, vous me faites visiter la pâtisserie parce qu'on parle de la plus ancienne pâtisserie d'Alsace quand même. Exactement. C'est pas rien ça. Bon, du coup, vous me montrez comment on fabrique ces beignets? Oui, bien sûr. Bon, c'est par là, au laboratoire de fabrication. Donc comme dit ce matin, j'ai préparé la farine, le sel, le sucre et la levure, les œufs, le lait et le beurre. Et maintenant on va pétrir tout ça. À la main je pense? Non, plutôt à la machine. Non. Très bien. On fait déjà pas mal de kilos de pâtes à la main, ça va être difficile. Donc le lait à température ambiante. Ok, verse dedans. Pour la pâte, pour qu'elle développe mieux. D'accord. Les œufs pareil. Et du coup la farine on la sort aussi avant pour qu'elle soit à température? On va pétrir une première fois pendant 5 minutes en première vitesse et après on va passer en deuxième vitesse pendant 8 minutes. L'idée c'est de faire monter la pâte à 23 à 24 degrés avant d'incorporer le beurre. Ok. Comme ça une fois que le beurre sera incorporé, on remonte à 23 à 24, maximum 24 degrés. Et comme ça après la pâte, elle sera à la bonne température pour développer. Donc voilà, maintenant la pâte est finie de pétrir. Ok. On va rajouter le beurre. Ça va nourrir la pâte, ça va lui donner tout ce côté moelleux. Plein de saveurs. Là, on va laisser pétrir un petit peu en première, puis en deuxième. Une fois que le beurre est complètement incorporé à la pâte, on estime que la pâte est bonne et puis on la retire. Après, nous, ce qu'on fait, on la laisse pousser environ 1 heure. On la rabat et on enlève tout le gaz, on chasse le gaz de la pâte. Et après, soit on la façonne directement,
Soit on peut la réserver au frigo pour la façonner un peu plus tard dans la journée. D'accord. Donc la pâte beignet, chez nous, on la refroidit pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc là, pour nous, on va la peser à 2,1 kg. Ensuite, on va la façonner, on va la bouler. Pour une simple et bonne raison, c'est que chez nous, on passe à la diviseuse pour couper en 30 pièces. Il ne reste plus qu'à bouler. Tout simplement, on presse la pâte, on fait un mouvement circulaire et voilà notre boule beignet. Alors comment ça se passe? On va chercher déjà les beignets qui ont levé dans le panem. Donc là, ils ont levé combien de temps? Donc là, ils ont bien gonflé pendant 3-4 heures. Voilà, donc ça, on va emmener aux friteuses. Donc là, l'huile de friture est à 190 degrés. D'accord. Et après, dans l'huile, 4 minutes dans un sens, 4 minutes dans l'autre sens. Et tu les tournes à la main, hein? Ouais, c'est ça, à la main. Faire bien attention parce que c'est quand même un peu chaud. Mais... Donc, du coup, tu utilises quoi comme huile? C'est de l'huile d'arachide. D'accord. Ça apporte quoi? Ça apporte un peu plus de goût par rapport à l'huile de tournesol qui est plus neutre. D'accord. Tu as déjà essayé avec de l'huile d'olive? De l'huile d'olive? Non, j'ai pas encore essayé ça. C'est marrant, l'huile d'olive confiture à 13. Ouais, j'avais regardé en fait, tu vois, des machines un petit peu plus industrielles en fait. Ouais. Mais voilà, j'avais vraiment peur de perdre, si tu veux, en authenticité, en qualité sur le produit. Effectivement, bah, c'est aussi ce savoir-faire très artisanal qui fait qu'au final, le goût reste celui du beignet de nos grands-mères. Alors moi, j'ai une question quand même technique. Comment tu fais pour les remplir? Tu as une seringue ou... On a une machine là avec 2 seringues incorporées. Je mets mes beignets, donc de la confiture de framboise. Une pression dessus, ça remplit le bon dosage dans tous les beignets. Et après, dans le sucre, et les beignets sont sucrés. Moi, j'ai une autre question. Pour tous les gourmands comme moi, est-ce que sans que Manu le voie la journée, tu peux appuyer 2 fois sur la dose? Ça nous arrangerait quand même. Et surtout, ne soyez pas sage.